Bonjour à tous, bonjour, nous sommes sur le talk show Alt, le show de la chaîne Slow Nation. Nous sommes accueillis aujourd'hui par Creatis, qui est un incubateur de médias à impact, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour aujourd'hui. Et nous filmons au sein du lab pour cette émission. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'invités super intéressants. Le concept du show, c'est de mettre en lumière les alternatives et j'espère que vous allez ressortir avec plein de pépites dans la tête, de l'inspiration et des envies. En tout cas, moi, quand j'ai vu la liste des invités, j'étais méga motivée et j'ai plein de questions. Alors j'espère que ce ne sera pas trop personnel parce que j'ai des questions pour préparer mes vacances. Et on va commencer d'ailleurs en parlant de voyage avec Alizé et Chiara qui sont avec nous aujourd'hui de Mollo, qui est la plateforme qui nous aide à remettre le trajet au cœur du voyage. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette punchline, c'est le motto de votre boîte. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu plus sur Mollo, nous en dire plus? Oui, carrément. Du coup, moi, c'est Alizé, j'ai 24 ans et avec Chiara, on a cofondé Mollo, qui est une plateforme globalement avec plein de destinations accessibles sans avion ni voiture, partout en France, en Europe et même au-delà. On a lancé ça en mars dernier. Et depuis, on ne fait qu'ajouter plein de destinations qui sont bas carbone pour montrer qu'il y a un nouveau imaginaire à créer autour du voyage et qu'en fait, c'est pas arrêter de prendre l'avion qui veut dire arrêter de voyager. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous n'êtes pas devenu digital nomade, toujours en voyage, à force d'organiser ces voyages pour les autres? Pas encore, malheureusement. On aimerait bien tester pas mal de nos voyages, mais non, là, de base, on travaille à Paris et on a eu, je pense, chacune 2 gros voyages qui nous ont impactés, qui nous ont mis sur ce chemin-là, sur ce projet-là, qu'on a réalisé sans avion. Mais après, non, l'idée, c'est de rester sur une consommation du voyage aussi raisonnable et on prend nos vacances comme les autres et on n'est pas partout sur la route tout le temps. Et c'était quoi ces voyages ? Du coup, moi, c'est un peu ce qui m'a déclenché tout cet intérêt pour le voyage bas carbone et même les questions environnementales de manière générale. Je suis allée jusqu'en Laponie suédoise en train, donc avec pas mal de trains de nuit et en hiver, donc tout ce qui va avec, à l'arrivée à la gare avec des mètres de neige quand on sort, les aurores boréales, le patin à glace sur des lacs gelés, etc., etc. C'était dans le cadre de mon Erasmus. Enfin, moi, j'ai fait mes études à Stockholm pendant 6 mois. Donc, c'était un peu à la fin de tout ça, passé en plus avec des gens avec qui j'avais passé les 6 derniers mois. Donc, c'était assez incroyable. Pendant le Covid, donc il y avait globalement personne là-bas, à part des Suédois, parce que le pays était plus ou moins fermé. Donc assez fou. Et en fait, on a l'impression que c'est hyper loin. Et c'est vrai que c'est loin. Mais finalement, pour se rendre à Stockholm, on va jusqu'en Allemagne. Ensuite, il y a un train de nuit qui nous amène là-bas, puis un autre train de nuit vers la Laponie. Donc finalement, c'est 2 nuits de voyage, quelques heures pour se rendre en Allemagne. Donc c'est faisable en faisant quelques arrêts et le trajet fait vraiment partie du voyage parce qu'en fait, quand on embarque dans un train et qu'on se réveille et qu'il y a des rennes à 2 mètres, c'est ouf, quoi. Et c'était ton intention de le faire en train ou qu'est-ce qui t'a en fait poussé à prendre cette décision ? Ouais, c'était un moment à la fin de mes études où je me posais beaucoup de questions sur ce que j'allais faire ensuite, comment j'allais moi avoir un impact positif. Et c'est vrai que en Suède, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Enfin, la honte de prendre l'avion, c'est quand même assez développé dans le pays déjà. Et donc les infrastructures font en sorte que c'est possible de le faire. Et c'est vrai que du coup, je suis partie moi juste après la première vague du Covid. Et avant ça, j'ai beaucoup voyagé en avion. Et donc pendant le Covid, où je me suis posé la question de ok, en fait, c'est pas possible de faire ça et comment je vais faire pour moi continuer à voyager. Je savais que je devais partir en Suède dans tous les cas. J'ai beaucoup analysé la question et une fois que j'avais rejoint la Suède en train, je me dis je vais pas aller jusqu'au nord de la Suède en avion, ça fait aucun sens. Et au final, j'ai proposé ça à mes amis. On avait une cabine, on était 6, donc on remplissait la cabine. Et en fait, tout le monde était trop content d'avoir fait l'expérience du train de nuit. Donc ça partait de moi, mais au final, ça a un peu motivé tout le monde et c'était une chouette expérience, quoi. Et du coup, le trajet devient en soi le voyage. C'est ça. Et toi, c'était quoi ton expérience ? Alors moi, je me suis rendue en Grèce, sans avion. Je pense que c'est important de dire aussi que la preuve en est, toutes les deux, au départ, on était des voyageuses. On a pas mal pris l'avion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent mais moi, j'adore voyager, je peux pas arrêter. On est passé par là aussi, on a toutes les deux pris goût au voyage et on a toutes les deux pris conscience à la fin de nos études, parce qu'on a fait des études d'ingénieur et qu'on a eu la chance d'aborder pas mal, de plus en plus ce genre de sujet-là,
que nos voyages avaient un impact énorme sur notre empreinte carbone et qu'il y a des solutions. Et du coup, c'est justement là où, un dernier été, dans ma dernière année d'études, avec des amis, on veut se rendre en Grèce parce que c'est bête, mais c'est dans l'imaginaire des voyages. Il y avait tout le monde cet été-là qui voulait, c'était la sortie du Covid, tout le monde voulait aller à la plage en Grèce. J'ai la chance aussi d'être dans un groupe d'amis qui est assez sensibilisé, et donc on était 3 à vouloir essayer de se rendre sans avion en Grèce. Donc on a passé pas mal de semaines à organiser le voyage, parce qu'en plus à ce moment-là il y avait encore des frontières qui n'étaient pas forcément complètement ouvertes, des trains qui ont été supprimés à cause du Covid, enfin ce genre de choses. Donc ça a été une bonne grosse galère, mais finalement on s'est rendu donc en Grèce, dans les Sporades plus précisément, et on est passé par l'Italie. Donc on a traversé toute l'Italie et ensuite on a pris un ferry entre Bari et Igoumenitsa en Grèce. Après on a traversé toute la Grèce en train. On est passé par Kalambaka, et donc les météores. Je ne sais pas si c'est un paysage qui vous parle, mais c'est un spot qu'on n'avait pas du tout prévu de visiter. Enfin, nous, notre but, notre destination, parce qu'on pense toujours en termes de destination au départ, c'était les plages en Grèce, quoi. Voilà. Et enfin voilà, les eaux turquoises et tout ça. Et en fait, là, on s'est plongé complètement au cœur de la Grèce, en plein centre, dans les montagnes. Et en fait, on a découvert ce paysage des météores qui, en fait, pour moi, est le meilleur souvenir du voyage. Et maintenant, ça fait 2-3 ans, je ne sais plus, je pense que les meilleurs souvenirs que j'ai, et en tout cas les plus marquants, c'est cette semaine-là, parce qu'on a pris une semaine pour faire le trajet, parce qu'on s'est arrêté en chemin. On a visité l'Italie, on a visité la Grèce. C'est celle-là qui m'a le plus marqué et dont j'ai le plus de souvenirs. Donc en fait, le trajet qui n'était pas du tout prévu à la base est devenu la plus grande source de souvenirs. Et c'est au départ, à la base, qu'on voyage aussi, pour les souvenirs. Donc, ouais. Et en fait, j'ai l'impression, quand je vous entends, c'est qu'au final, en faisant un voyage, on en a 5, 6, 7 différents, avec des expériences et même des cultures, en passant par les pays complètement différentes. Oui, carrément. C'est aussi ça qu'on nous dit beaucoup, parce que quand on fait la promotion d'un voyage sans avion, beaucoup de gens entendent arrêter de voyager, en tout cas diminuer drastiquement. Et alors, quid de tout ce que ça apporte, le voyage, de rencontrer d'autres gens, de rencontrer d'autres cultures. Et finalement, ce qu'on répond souvent, c'est qu'en voyageant de cette façon-là, mine de rien, limite, on en rencontre encore plus, on s'y confronte encore plus. Et certes, c'est peut-être pas des cultures totalement, drastiquement différentes comme en Asie, en Amérique du Sud, mais c'est peut-être déjà bien d'apprendre à connaître ses voisins aussi. Donc ça fait complètement partie du deal. Et comment ça marche concrètement ? Donc si on veut, si par exemple, demain, je dis à mon copain, allez, c'est bon, on part en Lettonie. Voilà. Je veux mon voyage en Lettonie. Comment ça marche avec votre site ? Alors, globalement, sur le site, on propose tout un tas de destinations. Donc il y a déjà plein d'idées c'est ça. Pour ceux qui c'est un peu une pas, plateforme inspirante en se disant j'ai 3 semaines ou j'ai 1 semaine, etc. On adapte un peu selon le temps qu'on a. Et je veux faire un voyage plutôt nature, plutôt gastronomie, plutôt ville, ça dépend. Et ensuite, nous, on va vraiment venir décortiquer l'itinéraire pour se rendre à la destination finale, en disant que l'idée, c'est pas seulement de se rendre à la destination finale, mais de s'arrêter en chemin. Donc, si on prend par exemple, je sais pas, Budapest, on va aller s'arrêter à Vienne sur le chemin, visiter la ville, etc. Et en général, on propose toujours 2 trajets pour se rendre à destination, en se disant qu'à l'aller et au retour, on va pouvoir visiter des choses différentes. Et du coup, on propose tous les liens pour aller réserver ses billets. Donc en 3 clics, on peut réserver toutes les étapes du trajet. Et on fait quelques recommandations sur les choses à visiter sur place. En fait, pourquoi ça vaut le coup de s'arrêter 2 jours à Vienne et de pas juste passer rapidement comme ça. Donc ça, c'est globalement ça pour les destinations en Europe. Et on a aussi pas mal développé les choses en France, parce que c'est aussi important de découvrir ce qu'il y a autour de chez nous. On s'en est rendu compte nous-mêmes. Enfin, on avait envie d'aller à l'autre bout du monde sans être jamais allé en Bretagne. Enfin, je dis ça au hasard. Et du coup, sur la France, on a encore plus développé ça. On a le trajet en train, évidemment. Mais ensuite, sur place, comment je vais pouvoir louer un vélo à la gare, comment je vais trouver tous les transports pour me déplacer dans les environs, quelles activités je vais pouvoir faire sans voiture, que ce soit des randos, du vélo, des musées, etc. Et même les logements sur place, éco-responsables si possible, en tout cas accessibles sans voiture. Donc sur la France, on a développé un maximum toute l'offre touristique accessible en 3 clics. Et sur l'Europe, en tout cas, tout le trajet est accessible facilement et pas mal de recommandations déjà. Et vous avez aidé aussi certaines personnes à structurer des voyages assez improbables, dont il y a 2 exemples. Il y a des personnes que vous avez aidées à aller à la COP 28 et d'autres personnes à Bali, c'est ça, sans avion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que là, ça m'intéresse.
Bon, après, il y a des gens qui veulent se rendre aussi loin pour certaines raisons, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc là, c'est aussi pour ça qu'on les a accompagnés. Nous, notre idée, c'est aussi de dire qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin, parce que même si on prend le train ou le bus, ce genre de voyage a un impact. Quand on va aussi loin, mine de rien, c'est quand même assez fort, même si c'est pas de l'avion. Mais oui, on a accompagné un projet qui s'appelle Shimla, donc qui est porté par Yoann Reboul et Victoria Guillemont, donc, pour se rendre au départ en Inde sans avion. Et il se trouve qu'ils se sont arrêtés à la COP en chemin, ce qu'ils ont pu faire parce qu'ils ne prenaient pas l'avion d'ailleurs. Et comme quoi, voilà, ouais. C'est ça, c'est qu'il y a plein de choses à faire en chemin, dont s'arrêter à la COP, rien que ça. Et d'ailleurs, toutes les news du monde entier en ont parlé voilà, de ça. Je crois que c'est les seules personnes qui sont venues sans avion à la COP, d'ailleurs, ouais, de toute l'histoire des COP. Probablement. Je pense qu'ils ont bien galéré aussi, mais mine de rien, c'est faisable. Après, ces gens-là, on les a un petit peu aidés, mais c'est des gens qui avaient déjà fait un gros du travail, hein, parce que il faut... tous ces itinéraires-là prennent du temps, et l'idée de Molo, c'est que ce soit communautaire, et donc c'est des gens qui ont fait tout ce travail-là le rapportent, et nous on le met sur le site et on en donne de la visibilité pour que d'autres puissent le réutiliser. Mais voilà, Victoria et Yoann, ils sont allés ils ont essayé d'aller jusqu'en Inde sans avion. En tout cas, ils sont allés jusqu'à la COP à Dubaï sans avion. Et pour ça, nous, on les a accompagnés jusqu'à la Turquie, donc aux frontières. Parce qu'on n'a pas plus que la Turquie sur le site pour l'instant, ou dans les itinéraires qu'on a référencés. Mais voilà, ils ont traversé toute l'Europe. Ils ont pris un dernier train de nuit entre Sofia et Istanbul ensuite pour rejoindre la Turquie. Et après, ils ont continué leur périple avec un peu moins de train, parce que dans ces pays-là, c'est plus compliqué. Ouais. Mais voilà, ils ont montré qu'en tout cas, c'était faisable. Et malheureusement, ils n'ont pas pu traverser ensuite en ferry entre Oman et l'Inde. Et ils ont dû prendre un avion, malgré des jours et des jours d'efforts à essayer de trouver une solution. Donc ça prouve, à la fois, c'est génial, parce que ça prouve qu'il y a une grosse partie du trajet et des tas de choses qui sont faisables en train. Et à la fois, ça montre qu'il y a tout un monde qui n'est pas du tout organisé autour de ce mode de transport, et qui est complètement organisé autour de la voiture ou de l'avion, et qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour qu'on ne te regarde pas comme un ovni quand tu dis que tu as envie de prendre le bateau pour te rendre en Inde et pas l'avion. Et que ça devienne quelque chose de commun et même de plutôt cool. C'est plus une façon dont on voit les choses et comment on est conditionné à voir le voyage. Ah ouais, mais on en est malheureusement loin, parce que c'est pas... Parfois, en France, on a la chance d'avoir un énorme réseau ferroviaire, mais dans ces pays-là, c'est pas juste un mode de pensée. C'est concrètement, il n'y a pas les infrastructures pour. Donc, Et Bali, sans avion, comment on fait ? Bali, c'est encore plus loin, pour le coup. Ça, c'était un projet qui, à la base, n'incluait pas du tout ce sans avion. En fait, c'est un couple qui avait décidé aussi, parce qu'ils pouvaient être en freelance et un peu digital nomade, comme tu le disais, de se dire qu'ils se prenaient 1 an pour aller à Bali, justement, et vivre 1 an là-bas et voir ce qui allait se passer, quoi. Et en fait, au fur et à mesure de la programmation de ce projet, ils se sont rendus compte que partir à Bali en avion, ça correspondait plus du tout à leur mode de vie, à l'urgence climatique, à ce qu'eux faisaient au quotidien. Enfin, ils sont tous les deux véganes, par exemple, donc ça allait pas du tout dans leurs valeurs. Et ils se sont dit, mais quand même, c'est un projet qu'on a depuis tellement d'années que ce serait dommage de l'abandonner. Et donc, on va essayer de se lancer, mais sans avion. Donc, ils sont partis fin juin de Paris. Et ils ont traversé l'Europe jusqu'à Istanbul en prenant le temps de s'arrêter à chaque endroit. En plus, ils travaillent un peu sur le trajet, donc ils prennent un peu plus le temps. Enfin, ils vivent vraiment dans les villes où ils vont. Et donc après la Turquie, ils sont passés par la Géorgie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Chine, etc. Et ils sont ensuite allés au Cambodge, où en fait la famille de Virak habite. Et donc c'était en fait l'occasion d'aller revoir sa famille qu'il n'avait pas vue depuis hyper longtemps, d'y passer 2 mois, de vraiment s'immerger dans la culture cambodgienne. Et là, ils viennent tout juste de repartir il y a quelques jours, ils viennent d'arriver en Thaïlande. Donc pareil, un train de nuit, je crois, entre les 2 pays. Pour le coup, en Asie, c'est quand même... une fois qu'on passe le Moyen-Orient, globalement, il y a beaucoup plus de transports bus ou train, et vraiment pas cher. Enfin, parfois, ils font des trajets de 15 heures avec repas compris et je ne sais quoi pour l'équivalent de 10 €. Donc une fois qu'on a passé les quelques pays frontaliers de la France, en fait, il y a beaucoup d'options pour pas cher. Une fois qu'on arrive en Inde, et même parfois, on peut traverser le pays pour 3 $. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'ici 2 mois d'arriver à Bali et de rester un peu là-bas, mais... Voilà, c'est un gros projet qu'ils avaient et qu'ils prennent le temps de faire, mais en tout cas, c'est faisable, quoi.
Merci. Vous avez des projets en cours ou quelque chose dont vous voulez nous parler avec Molo ou même personnellement? Voilà. Personnellement et mollo, parfois c'est un petit peu lié. mais ouais, on a des tas de projets pour 2024. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est lancé en mars en 2023. Et en quelques mois, il y a eu un engouement de dingue sur, pas que sur Molo, sur le voyage en train de manière générale, sur voyager différemment, même à vélo. Et donc, ça donne à la fois de l'énergie, mais à la fois plein de perspectives à développer avec Molo. Et dont un gros sujet qu'on aimerait pousser en 2024, c'est le sujet du voyage en vélo, en train plus vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui va pas mal nous occuper de manière générale sur l'outdoor, les voyages outdoor et ce qui peut être accessible en train à travers tout ça. C'est ce que j'allais dire, vous avez des négociations avec SNCF pour laisser un peu plus de place pour les vélos? Alors on n'est pas encore assez gros pour avoir une grande influence, mais on essaye. Et en tout cas, l'avantage du vélo, c'est que ça permet vraiment la micro-aventure pas loin de chez soi. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire quelques petits week-ends juste en partant de Paris, en prenant un TER. Et en fait, en 2-3 jours, on est totalement déconnecté, dépaysé. C'est ça aussi qu'on veut pousser. Donc voilà, à la fois du train, du vélo, un peu des deux, un peu de rando et tout ça. Montrer que c'est quand même accessible sans voiture, ce qui n'est pas toujours évident. Ça va être un des gros projets du début d'année, là. Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Oui, on va avoir des questions. Alors apparemment, il faut que je regarde mon écran. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a pas mal. Est-ce que ce n'est pas plus cher de faire des voyages sans avion? Question auquel on ne s'attendait pas du tout, qui n'arrive jamais. Mais non, jamais. Alors oui, globalement. Alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question. Déjà, il ne faut pas se baser sur les prix français. Parce que il y a d'autres pays en Europe, et même quand on va encore plus loin, où le prix des trains n'est plus du tout le même. Mais du coup, globalement, oui, il y a des études qui ont été sorties récemment, notamment une par Greenpeace, qui prouvent que oui, voyager en train, ça coûte parfois 2,5 fois plus cher, ou en tout cas, ça peut avoir un prix. Après, c'est tout l'intérêt de tout ce qu'on essaye de mettre en avant sur Molo, c'est que c'est pas juste un trajet, c'est pas juste un moyen de se déplacer, c'est que moi typiquement à Noël je suis allée au Danemark en train et je me suis arrêtée sur le chemin et je me suis arrêtée à Strasbourg, je me suis arrêtée à Hambourg après et donc finalement je fais plusieurs voyages en un et donc c'est un prix qui est difficile à intégrer et donc oui on paye un peu plus cher mais on voit aussi beaucoup plus de choses, on découvre plus de choses et encore une fois c'est pas toujours le cas, parfois et ça arrive quand même assez régulièrement où l'avion n'est pas forcément si avantageux que ça. Et surtout, cette histoire de prix sur la différence de prix entre le train et l'avion, c'est une conversation plus globale qu'on peut aussi nous pousser auprès de nos élus et de toutes les personnes avec qui qu'on fréquente. Voilà, mettre cette conversation sur la table au sein de notre environnement, histoire de pouvoir changer les choses. Deuxième question, non, c'était la seule question qu'on a eue pour l'instant, qui m'a été envoyée 3 fois par le chat. Donc apparemment, tout le monde voulait savoir. mais très juste à ce niveau-là, c'est vrai que c'est de savoir si le train est trop cher ou si l'avion ne l'est pas assez. Et c'est vrai qu'il faut encore le répéter, même si ça devient de plus en plus médiatisé. L'avion a quand même beaucoup d'avantages fiscaux que le train n'a pas. Et ça, c'est complètement politique. C'est une décision politique. Le service ferroviaire, c'est aussi un service public. Et donc, si on veut que le train soit moins cher, il faut le demander et pas hésiter à le faire savoir. Et le prendre. Et le prendre, oui, évidemment, c'est une façon de le demander. Oui. Et c'est marrant parce que moi, j'ai vécu pendant 14 ans aux États-Unis et j'avoue, une des choses qui m'a manqué le plus, c'est les voyages en train. Et quand je suis revenue il y a quelques mois et que chaque fois que je prenais mes allers-retours avec ma nouvelle carte de voyageur, j'étais tellement fière de moi. Je prenais des photos dans tous les trains et je les envoyais à tous mes potes américains qui étaient là « Mais mon Dieu, mais c'est génial, vous avez des trains !» Et en fait, j'ai l'impression on sortait de la révolution industrielle il y a 100 ans en disant « Oui, on a des trains !» Et c'est assez intéressant de voir comme les idées et la façon dont on voit les choses comptent. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de voyager sans avion pour la première fois ? Alors, je pense qu'un des premiers conseils, c'est d'être prêt aux péripéties potentielles. C'est-à-dire qu'un voyage en avion, globalement, on sait que, sauf intempéries ou je ne sais quoi, mais
Les aéroports, c'est un peu tous les mêmes partout, donc on sait à quoi s'attendre, on arrive à un endroit, enfin voilà. Le voyage en train, surtout si on va loin et qu'on fait plusieurs correspondances, mais en fait, il faut s'autoriser à prendre le temps pour que tout se déroule tranquillement. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retard qui s'enchaîne mal si on avait une petite correspondance, etc. etc. Par contre, on est prêt à ces péripéties-là. En contrepartie, si on est hyper ouvert et qu'on est convaincu qu'on le fait pour les bonnes choses, en fait, ça va nous amener plein de belles rencontres, etc. Parce que personnellement, je pense, jamais discuté avec mon voisin dans l'avion. Par contre, en prenant le train de nuit, c'est obligé que les gens avec qui vous allez être dans la cabine, en fait, vous allez discuter avec eux parce que vous partagez une chambre presque. Donc finalement, on discute pas mal. Les gens travaillent pas en général parce que c'est le soir. Donc une fois qu'on est prêt à prendre le temps et ouvert à la rencontre, il nous arrive plein de choses, mais je pense que c'est ça l'essentiel. Et donc, on peut aller s'inspirer sur Moolo où on détaille tous les trajets et on donne le plus d'informations possible pour que ça se passe bien, la première expérience. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite tous donc à aller sur le site, sur les réseaux. Et merci beaucoup. Vous repartez en train ? On est à Paris, donc voilà. À vélo. À vélo, parfait. Et nous allons accueillir Margot et Hélène de Gnews. Attention, nous accueillons des personnes qui travaillent pour un média, la compétition. Je ne suis pas sûre. Enchantée. Alors, Margot, Hélène, qui est Margot, qui est Hélène, pour que tout le monde sache derrière l'écran. Alors, moi, je suis Margot. Margot, enchantée. Et Hélène. Alors, j'étais un petit peu déçue quand j'ai su que je devais vous interviewer. Pas parce que je devais vous interviewer, parce que j'aurais tellement aimé rencontrer l'alter ego que je connais à travers l'écran, à travers Gnews. Gnews qui nous rappelle évidemment un certain média français qu'on ne citera pas. Pourquoi, comment vous avez eu cette idée? Comment ça a commencé? Je vais laisser répondre Margot. En fait, ça a commencé pas longtemps après le film Don't Look Up, qui est un film qui est sorti avec Leonardo DiCaprio notamment, et dans lequel il y a pas mal de journalistes en fait. Il y a beaucoup de scènes avec des journalistes et la manière dont ils parlent de climat et qui parodient un peu ça. Et donc on a voulu, on s'est dit c'est une super idée en fait, et donc on va essayer de faire la même chose parce que on trouvait que les médias parlaient ou mal de climat ou pas assez. Et donc on s'est dit on va essayer de créer nous un média parodique pour en parler de manière différente. Et donc c'est un média satirique. Exactement, voilà. C'est une parodie de CNews, je vais le dire. Voilà. On l'a dit. L'info est balancée, allez-y pour le buzz. Et du coup, vous avez eu cette idée et comment vous avez pu mettre ça en place? Est-ce qu'il y a des moments où les gens vous voient venir tout de suite à 10 km en se disant « Oh là non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai » ou est-ce que vraiment les personnes se laissent prendre? Est-ce que les personnes se laissent prendre par surprise? Ouais, oui. Enfin, c'est en fait assez rare que... Je crois, hein, c'est assez rare à part si on nous connaît. Et en fait, on va autant voir des militants, militantes ou des personnes, en tout cas qui voient nos sujets engagés, voilà, comme nous, que des personnes qui ont moins cette sensibilité-là, qui voient la chose totalement différemment. Et donc, les personnes qui sont engagées comme nous connaissent un peu plus facilement. Mais sinon, ouais, on a de toutes sortes de réactions. Et donc là, on peut annoncer une vidéo, je crois. C'est ici la formation vandalisme. Je suis en compagnie d'une jeunesse pervertie. C'est quand même du vandalisme ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est plus un moyen d'alerter. En fait, c'est un moyen de faire passer nos messages. Vous pourriez acheter des espaces publicitaires. Là, c'est illégal. S'approprier l'espace. C'est pas que votre espace. Bomber sur les trottoirs et tout ça, c'est quelque chose qui est employé depuis longtemps par les publicitaires pour des messages commerciaux et eux, personne les embête. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de le faire avec des messages qui sont d'intérêt public? Mais là, regardez, il y a des enfants
gens qui passent devant vous comme ça. Quelle image ça donne. Si on peut vous demander si vous trouvez... Ça vient? Oui, tout à fait. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Total fait du sale. Alors moi non plus, je vous avoue, j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui font du sale et qui salissent un peu tout, mais... Par contre, urgence climat. Donc là, il y a un rapport avec le climat, donc très bien. D'accord. Mais c'est illégal quand même de faire ça. Bah oui, alors. Bon, c'est bien, il faut respecter les lois, je suis tout à fait d'accord, mais on doit faire entendre nos voix, c'est ce que vous faites, vous avez le courage de faire ça. En plus, vous le faites moi je le fais pas, je le fais pas, moi je le fais pas. Non. C'est en pleine journée, ils prennent des risques. Oui, c'est totalement illégal, mais ils prennent des risques. Et c'est 75 000 € d'amende. Ah bon? Et Total, il a combien d'amendes pour tout ce qu'il fait comme dégâts? Mais c'est un fleuron de l'industrie française, Total. Ça fait travailler beaucoup de gens. Ah, ça fait des emplois. Ça, c'est la grande théorie. C'est qu'à partir du moment où on fait des emplois, on fabrique des emplois et on emploie des gens, alors c'est formidable. Comment ça marche vraiment en fait? Donc c'est une de vous, donc moi je t'ai vu plus principalement toi devant la caméra, c'est ça, qui va à la rencontre de personnes et qui va les interviewer avec une vision qui a l'air d'être à l'opposé de tes idées, de ton idéologie. Et du coup, tu prends cet angle-là et tu vas dans leur sens. Et avec humour, en fait, ça met un peu en valeur des contradictions ou des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour beaucoup d'entre nous. Ouais. En gros, c'est ça? Tout à fait. Ouais, je crois que tu l'as résumé super bien. Voilà, l'émission est finie, c'était très sympa. Merci beaucoup d'ailleurs si tu veux jouer. Mais oui, en fait, comme ça, on s'est lancé, Margot, qui elle est réalisatrice, monteuse, chef op, plein de choses, et le cerveau du projet vraiment, m'a proposé de lancer ce projet-là, c'était en mars 2023 ou 22 22. Et donc voilà, on se lance. Moi, j'avais un peu l'impression de passer un casting, de tester un peu ces micro-trottoirs dans la rue comme ça, à l'impro, quoi. Et puis le personnage, il s'est créé sur le moment, aussi en fonction de la réaction des gens, à laquelle on s'attendait pas toujours. Donc voilà, il fallait voir à quel point on pouvait placer le curseur de l'ironie sans forcément aussi manquer de respect à la personne qui était en face. Donc voilà. Et puis voilà, après, c'était plus... on avait en tête des choses dont on voulait parler d'une manière différente par le biais de l'humour et par le biais de nos passions en liant l'utile à l'agréable. Et puis après, on y allait sur le terrain et on essayait de parler de ces sujets-là et mettre en avant, en effet, en exergue ces clichés, quoi. Est-ce que dans les personnes que vous avez interrogées, donc qui a priori avaient un avis très différent du vôtre et une façon de voir les choses un peu plus radicale que vous, dans un autre sens, est-ce que ça vous est arrivé, après les avoir interviewées, de voir un changement d'opinion? Non, parce qu'on va dans leur sens, oui, en fait. Et donc jusqu'au bout, les personnes dont on va pas dans le sens, en fait, c'est les personnes qui sont plutôt engagées. Et donc là, on va justement ressortir les clichés qu'on entend sur les médias pour avoir des réponses un peu plus profondes. Les autres, on va dans leur sens. Et en général, c'est une forme de réconfort pour eux. Ils n'ont aucune idée de l'ironie derrière. Ils sont très contents. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça marche. C'est quand ils ne comprennent pas qu'on est ironique et qu'ils abondent dans le sens dans lequel on va. Et c'est là qu'on a un peu les vidéos qui fonctionnent. Oui. Et les vidéos qui fonctionnent, il n'y a personne qui est revenu vers vous en disant je viens de me rendre compte ou avant je croyais ça. En tout cas, d'autres personnes qui pensaient peut-être des choses et qui ne se rendaient pas compte, en fait, qu'ils avaient peut-être quelques faits qui étaient faux ou qui n'étaient pas... Ok. Il y a pas mal de personnes de l'âge de mes parents. Ouais. Qui, on a eu des retours d'abonnés, de personnes de notre entourage ou d'inconnus qui nous disaient « Putain, mais mes parents adorent Gnews, c'est génial, alors que je peux pas leur parler d'écologie, de climat, etc. » Et tout de suite, là, ils regardent la vidéo, ils rigolent. Et du coup, ça les touche. Et des fois, ils m'en reparlent. Et en fait, voilà, on touche pas forcément celles qu'on pensait toucher de base. Notamment on est sur TikTok et on voulait toucher en particulier la jeune génération aussi. Mais bon, peu importe qui on touche tant qu'on touche. Ouais. Et puis des fois on a aussi beaucoup de haters. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Après sur les réseaux, on n'a pas de... Il
n'y a pas des gens sur les réseaux sociaux, enfin ça fonctionne pas vraiment, les gens vont pas nous dire sur les réseaux sociaux oh mon Dieu j'ai changé d'avis, vous m'avez ouvert les Écris une yeux. lettre à Noël. Merci. Mais oui, on a un peu je pense que c'est petit à petit en fait. Enfin moi je vois aussi les gens de mon entourage qui vont me dire, ou qui n'ont pas forcément la même sensibilité politique, qui vont dire ah j'aime bien Gnews, ah celle-là elle était bien, celle-là elle était pas bien. D'ailleurs je leur demande, surtout ceux qui n'ont pas la même sensibilité politique, je leur dis mets-moi des likes pour celles qui t'ont touché et qui t'ont fait réfléchir, comme ça on sait un peu dans quelle direction aller aussi, et parce que comme elle disait, il y a le curseur il est difficile à mettre, et selon les émissions, selon les sujets, on le met pas toujours au même niveau, et donc c'est hyper intéressant d'avoir des retours et de voir qu'est-ce qui fonctionne quoi. Et puis en plus, vous êtes... Pardon. Non, mais j'allais dire juste, pardon, qu'en plus, il y a plein de gens de mon entourage que je vois pas régulièrement ou que je revois de temps en temps comme ça, qui me parlent de Gnews. Pour eux, vraiment, c'est quelque chose de waouh. Ça laisse pas inaperçu, quoi. Alors, je sais pas toujours ce qu'ils en pensent, mais en tout cas, ça les laisse pas... voilà. Mais c'est la force de l'humour. Ça permet d'aller sur des terrains qui seraient peut-être plus compliqués ou délicats si on était vraiment sérieux. Question du chat. Pour vous découvrir, quelle est la vidéo ou l'épisode dont vous êtes le plus fier? Waouh. Toutes. Moi, j'aime bien celle où il y a une dame qui est actionnaire chez Total, parce qu'on est allé dans des actions de désobéissance civile. Voilà. Et voir un petit peu comment ça se passait. Et donc, il y avait une actionnaire de chez Total qui voulait aller à l'Assemblée Générale. C'est ça. Et puis moi, je viens la voir et puis voilà. Et ça parle de ça. Et elle nous répond qu'elle est actionnaire, qu'elle ne travaille pas, qu'elle doit pouvoir rentrer, que tous les militants sont certainement venus en SUV aussi, que le gouvernement fait... Il y a une autre dame qui dit que le gouvernement fait beaucoup. Je lui dis, bah oui, les touillettes en plastique. Elle me dit, bah voilà, les touillettes en plastique. Enfin bon, je trouve que ça résume assez bien ce qu'on essaye de faire avec Gnews, sans pour autant être méchant avec des personnes. On s'attaque vraiment aux propos. D'ailleurs, maintenant, on filme de dos les gens. Ouais. Vous avez eu des problèmes par rapport à ça? Non, on n'en a pas eu, mais en fait, la vidéo dont elle parle, à... c'est une des vidéos qui nous a... Il y a un cochon. Qui a fait que ça a fonctionné, qui a un peu buzzé. Et après, on s'est posé question. On s'est dit, en fait, le but, c'est pas... moi, je me suis dit, si c'était ma grand-mère, en fait, sur la vidéo, j'aurais pas envie. Elle se faisait insulter, etc. et tout. Et nous, ce qu'on critique, c'est les propos. C'est pas les individus. Et donc, on s'est dit, voilà, on va les filmer de dos. Parce que comme ça, on met en exergue le propos, mais pas la personne qui le prononce, quoi. Ça, c'est super important, surtout avec toute la haine qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est pas ça en Exactement, plus, pas du tout. Et par contre, c'est très drôle de voir la réaction des personnes qui sont plus contre ce que vous dites, du coup, et qui ne comprennent pas du tout vos propos, qui, au final, ont dans la vraie vie vos idées. Et c'est drôle de les voir, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Ça, c'est très drôle aussi, de voir parfois leur impuissance et mais de quoi elles parlent? Moi, je préfère... parce que et c'est très drôle de voir leur réaction. Quand tu parles des vidéos préférées, moi, justement, on a un peu deux types de vidéos. Enfin, maintenant, on en a plein parce qu'on a rajouté aussi d'autres journalistes qui sont venus s'intégrer au projet. C'est ça? Non, mais il y a les deux types de vidéos qui sont celles où on va voir les gens qui n'ont pas la même sensibilité politique ou qui ne sont pas sensibilisés à l'écologie, et celles où on va voir les gens qui le sont et où on démontre par A plus B, on leur laisse la parole pour qu'ils démontrent des clichés. Et moi, c'est celles-là que je trouve les plus intéressantes. Donc, par exemple, j'ai pas de vidéo préférée, mais il y avait un festival qui s'appelait Les Résistantes cet été, avec beaucoup de militants, et moi j'ai trouvé ça hyper drôle justement d'aller on est allé tester des toilettes sèches, de montrer un peu, d'aller à l'encontre des clichés et de leur demander comment ils s'organisent et voilà. Comment ils font sans salle VIP, sans loge pour les invités, comment ils prennent la douche froide, comment ils font pour ça. Et comment est-ce que vous aimeriez que Gnews évolue? Vous avez des idées précises? Une info? Non, c'est un peu ça, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis le mois de septembre. Donc on a une équipe d'une petite dizaine de personnes qui nous a rejoints, avec pour l'instant 2 journalistes. Donc on a une Miss Météo, donc on a créé une météo de la liberté pour lutter contre les injonctions des écolos.
et une autre qui fait un peu des appels téléphoniques pour dénoncer le greenwashing. Donc par exemple dans la dernière vidéo, elle a appelé des loueurs de yachts pour louer un yacht tout en faisant un ramassage de déchets, parce que quand même il faut être éco-responsable. Je l'ai vu, donc, c'était très drôle. Voilà, et donc c'est ça, c'est avoir un peu d'autres petits types de formats tout en continuant le format qu'on aime bien avec Hélène du côté des alternatives. Et voilà. Et il y a quelqu'un du chat qui demande est-ce que ce serait pas possible d'imaginer une chaîne d'infos en continu à l'horizon ? Il va falloir Merci. Beaucoup plus de moyens. Ça veut dire que tu as envie de nous voir souvent. Toute ça fait la plaisir. journée. Ouais, je suis pas sûre d'avoir la volonté de Pascal Pro, mais pour tenir une émission, mais bah pourquoi pas. Pourquoi pas. du breaking news non-stop. Du breaking news non-stop. Non, mais ça serait chouette. Rejoins-nous si tu as des idées. Merci, je vous remercie toutes les deux et bonne Merci continuation. beaucoup. J'ai hâte de voir les prochaines news sur votre chaîne et les alternatives comme vous nous avez présentées. Merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. Alors, sans plus attendre, nous allons accueillir tout de suite Léa Marc, qui est professeure de communication RSE, fondatrice d'un magazine digital dédié à la mode éco-responsable et à l'industrie textile, et la créatrice du podcast Flou. Oui. Beaucoup de choses. Qui sont différentes, mais quelque part qui se ressemblent. Et on va en parler tout de suite. Et avec nous aussi, nous avons Sam qui vient de nous rejoindre, qui anime des émissions sur Twitch depuis 3 ans, c'est ça ? Et pareil, on va revenir là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce qui fait ta particularité. Alors, Léa, pour commencer, comment tu jongles entre toutes tes activités ? Alors là, je jongle plus parce que j'ai ajouté encore autre chose. Donc, je viens de passer un diplôme de conceptrice d'intérieur. Donc, j'ai mis Flou en pause et je reprends là. Parce qu'il fallait vraiment que je me concentre sur mon examen. Et puis, avant ça, donc, je parlais de mode éthique. Et c'est vrai que j'en parle depuis 2017. À peu près, parce que j'ai lancé un média qui s'appelait The Aléa sur la mode éthique. Et c'est vrai que avec la liquidation de la société, il y a eu un moment où j'ai dû me poser, savoir ce que je voulais faire de cette expérience. Quand on liquide une entreprise, c'est un peu comme une rupture. Il faut aussi qu'on refasse un peu le point sur soi. D'où l'idée du podcast de Flou, qui parle de personnes qui sont en période de transition, mais sur le vif. C'est-à-dire pas entendre cette histoire de « à ce moment-là, c'était pas ouf dans ma vie, mais aujourd'hui, ça va mieux ». J'avais vraiment envie d'entendre des personnes qui jonglaient avec leurs émotions, et un jour ça allait, un jour ça va pas, un jour c'est l'introspection, un jour j'ai plein d'idées, non mais en fait c'est pas du tout bon. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir des témoignages de personnes comme moi, qui réelles, humaines, exactement, qui montraient que en fait on est tous des humains, et c'est vrai qu'on a tendance à entendre des personnes qui réussissent plus, ou alors des témoignages de j'allais pas bien, maintenant ça va mieux, j'ai réussi, faites comme moi. Et en fait, il y a plein d'histoires au-delà de la réussite qui vont au-delà des entreprises. Il y a aussi des périodes de transition qui vont être hautes, comme un passage à la retraite, par exemple. Ça peut être aussi très, très important et très délicat de gérer cette période. Aussi, quand on ne s'est pas encore trouvé, qu'on est en transition depuis 5-6 ans, mais que petit à petit, oiseau fait son nid. J'avais envie d'avoir tous ces témoignages-là. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, ce que tu viens de dire, quelqu'un qui se cherche ou qui ne s'est pas encore trouvé. En fait, on a l'impression qu'on est censé arriver à une destination où on a trouvé quel chapeau on allait porter avec un label, et on n'est plus que ça pendant les 10 prochaines années jusqu'à ce qu'on en change pour peut-être un autre si éventuellement on veut changer de carrière. Et je trouve que ça ne laisse pas la liberté à être toutes les facettes de qui on peut être en même temps. Oui, tout à fait. C'est, je pense, le problème aussi de la société aujourd'hui. Et puis bon, là, on est beaucoup d'entrepreneurs. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on ne nous voit plus en tant que nous, mais
à travers de ce qu'on fait et plus à travers ce qu'on peut donner, ce qu'on peut apporter humainement aux autres. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on est mis dans des cases, alors que finalement, on est beaucoup plus complexe que ça. On est plus qu'une entreprise, on est plus qu'un métier. Et voilà, je pense que c'est aussi une période où on peut peut-être remettre ça en perspective. Et d'ailleurs, en parlant de cases et en parlant de ce que les gens attendent de nous, Sam, c'est intéressant parce que tu as une émission sur Twitch depuis 3 ans, c'est ça? Ouais. Et Twitch est quand même un monde plutôt masculin à la base, Complètement. avec beaucoup de streamers qui sont axés sur le jeu vidéo. Oui. Donc toi, tu arrives là-dedans et pas du tout ça. Pas du tout. Comment tu t'es imposée sur cette plateforme et pourquoi tu as choisi cette plateforme? Je me pose souvent la question de est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi cette plateforme, pour être honnête. Il y a vraiment une idée de... Un jour, j'ai fait une insomnie et juste avant, j'avais entendu parler de Twitch et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder ce que ça donne. Et en fait, moi, je suis tombée pas du tout sur un contenu jeu vidéo, je suis tombée sur un contenu justement Just Chatting. Donc, Just Chatting, c'est juste des gens qui discutent ensemble. Et ça m'a tellement plu que le lendemain, je me suis lancée. Et donc, je me suis pas vraiment posé la question de est-ce que c'est un monde masculin ? Est-ce qu'il faut faire du jeu vidéo? Je ne la connaissais pas, cette plateforme, pour être honnête. Et j'ai juste aimé ce lien et créer cet espace avec le streamer que j'avais en face de moi. Et donc, du coup, c'est le fait de ne pas m'être posé de questions, je pense, qui m'a permis de m'ouvrir à tout, quoi. Oui, est-ce que tu n'as pas vu de challenge devant toi? Tu n'as pas vu des choses qui étaient impossibles? Tu as cru que tout était possible? Exactement. Donc tu as juste fait ce que toi, tu avais envie? Complètement. Et ça a été super important. Et je pense que vraiment, ma chaîne, et mes émissions en général, sont vraiment tournées autour de mes problématiques. Mais j'essaye de faire en sorte que ça touche plus que ça. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de féminisme, je parle beaucoup de santé mentale aussi, je parle beaucoup d'antiracisme ou encore de la cause LGBT. Et en fait, c'est des causes qui me concernent directement. J'ai commencé à parler, par exemple, typiquement de santé mentale il y a 1 an. Parce que j'ai eu une petite dépression, voilà. Et je me suis dit, peut-être m'intéresser au sujet, ouais. Peut-être me plonger là-dedans. Donc il y a vraiment beaucoup de ça, quoi. Qui partager pendant que tu vivais ce moment, au lieu d'attendre. C'est pour ça que ça me parle beaucoup. Ça me parle et c'est énormément. là où se rejoignent vos 2 plateformes, en fait. Genre Léa dépressive. Oh, mais moi aussi. Bon, elles vont se faire un épisode de podcast et puis on va revenir dans 1 heure. Non, mais c'est trop important. Je suis d'accord avec toi, avec l'idée d'en parler sur l'instant et pas avec du recul, parce que, mine de rien, la mémoire fait bien les choses, enfin, plutôt mal d'ailleurs, et essaye un peu de glamouriser tout ça. Il y a eu beaucoup de glamourisation de la dépression et je trouve que c'est assez dangereux pour moi. Et de le faire sur l'instant, j'ai l'impression que ça permet de pas aller vers là. Mais je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté. Non, si, tout à fait. Et puis je trouve aussi que ce côté glamourisation de la dépression fait que... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites glamourisation de la dépression exactement? C'est un côté très américain de je suis pas bien. En fait, c'est un peu les espèces d'épisodes d'accéléré qu'on peut voir à la télé quand on regarde une série Netflix. Je suis pas bien, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui vient nous tendre la main, ou je sais pas, on voit un oiseau, et on se dit mais non, mais en fait c'est bon, j'ai compris la vie, et puis on sort de sa dépression. Enfin voilà, quelque chose. Voilà, je sais pas si tu le vois de la même manière. Puis même, il y a même tout l'imaginaire autour de rester au lit en pyjama, manger de la glace, faire du shopping sur internet, je sais pas, en tout cas même qui centre ça autour d'une forme peut-être même de... On a une vision de ce que ça doit être une personne déprimée. Exactement. Alors qu'en fait c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent au quotidien en silence et on ne le voit pas en fait. Complètement, et puis qui est très personnel, j'ai l'impression, bien plus personnel que les images qu'on peut voir dans la culture, justement, dans la pop culture, quoi. Oui, dans les représentations actuelles. Oui, parce que ce qu'on voit finalement, comme tu dis, c'est des personnes qui, voilà, comme tu dis, la glamourisation, alors que finalement les personnes en vrai, dans la dépression, c'est pas forcément des personnes qui se voient, c'est des personnes qui travaillent, qui restent pas forcément toute la journée en pyjama. Qui ont des projets, voilà. Et puis en plus, la dépression, ça prend plusieurs formes. Ça peut venir différemment, ça peut être léger, parfois plus lourd, parfois c'est variant. Et oui, donc c'est vrai qu'après, c'est difficile de
de se faire entendre quand on est dépressif, justement. Et parce que justement, il y a tous ces stigmas et tous ces clichés autour de la dépression. Et puis, ce côté, c'est simple, tu peux t'en sortir. Et je pense qu'il y a aussi plein de personnes sur les réseaux sociaux, influenceurs, qui vont dire « je suis en dépression ». On voit que c'est pas une dépression, il y a de l'anxiété, il y a un mal-être, mais c'est aussi mettre des mots qui sont faux et qui pourraient alterner la vision de leur communauté. Oui, et de personnes qui sont réellement atteintes de dépression. Exactement. Et qui, eux, par exemple, ces personnes auraient vraiment besoin d'une aide précise et qui, du coup, pourraient être un petit peu une espèce de... Ouais, dans des eaux un petit peu troubles à cause de ce genre de contenu. Complètement. Léa, j'ai une question. Quand tu as décidé de te lancer dans ton nouveau projet, enfin dans ton projet podcast Flou, est-ce que ta communauté a accueilli ça comment ta communauté a accueilli ça? Parce qu'à la base, tu avais ton compte sur la mode éco-responsable. Ouais. Donc là, tu fais un bond avec un virage à 180 degrés. Oui. Les personnes ne t'attendaient pas là-dessus. Quelles ont été les réactions? C'était plutôt positif? Plutôt positif. Après, c'est vrai que je suis beaucoup moins sur les réseaux depuis que j'ai arrêté l'entreprise. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Et vu que la communauté m'a pas mal suivie sur ces rebondissements, finalement, ils ont été très accueillants par rapport à ce que je faisais et ce que j'ai proposé sur Flou. Après, c'est vrai que je suis pas assez active pour vous dire à quel point ça a changé ma communauté ou à quel point ils reçoivent les choses. En tout cas, ça a dû inspirer des personnes qui ne t'attendaient pas là-dessus et tu as amené sur la table des nouveaux sujets et des nouveaux points de réflexion. Oui, tout à fait. J'ai reçu plein de messages en me disant « Ah, mais c'est génial de parler de ça. D'ailleurs, moi aussi, je suis dans une phase un peu compliquée où j'aimerais en parler, où j'aimerais pas en parler, où j'aimerais entendre ça. » Ou voilà. Donc oui, ça a été hyper bien reçu. Ouais. Et comment, toutes les deux, on passe de « Tiens, j'ai une idée ». Allez, je me lance. Le lendemain, apparemment. Oui. Pas trop réfléchir. Sam, c'est direct. Oui, j'ai pas le temps d'avoir le temps. Attention, chez Molo, peut-être demain, Sam part en vacances. Faut préparer le voyage. Non, mais de l'idée à l'action, Non, mais je crois que j'ai vraiment ce truc d'être très spontanée et de me dire au pire, quoi. Ouais, mais au pire, je veux dire vraiment exactement. Au pire, quoi. Je veux dire, je suis dans la situation actuelle. Où mon désir du coup de faire un projet n'est pas encore assouvi, d'accord? Bon, ma vie est plutôt tranquille, ça va. Donc si je vais vers ça et que j'y arrive, je vais vers du mieux. Et sinon, je retourne à la situation initiale. Et au pire. Et au pire, quoi. Non, mais vraiment, je pense qu'il faut parfois pas trop réfléchir et en fait finalement les obstacles ils viendront d'eux-mêmes et je préfère que les obstacles viennent d'eux-mêmes que moi je me les crée dans mon esprit et que ça m'empêche d'avancer ou que ça me paralyse de peur avant même d'avoir essayé. Mais ça c'est ma vision, je t'invite à dire la tienne. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi sur cette philosophie. On a une meilleure copine. C'est ça. Bestie. Non, oui, c'est vrai, on se lance et puis comme tu dis, advienne que pourra et puis on verra et puis si ça marche pas, c'est que ça ne le faisait pas. Après, je pense aussi que personnellement, j'ai des facilités à me lancer dans un projet parce que financièrement, je suis bien entourée où ça va, je suis vraiment pas la plus mal lotie. Et puis ça dépend, est-ce que c'est un projet avec lequel tu veux vivre ou c'est un projet qui va être un à côté parce que c'est ta passion? Je pense que dans ce cas-là, les prises de décision sont quand même différentes. Si ça implique de couper tout salaire, de plus avoir d'argent, oui, forcément, on va y réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Pour l'instant, moi, j'avais commencé l'entreprise, j'avais un mi-temps. Après, je me suis dit, allez, je tente le coup. Mais c'est toujours c'est toujours au cas par cas. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur. Et puis, je pense que le conseil, le premier, si on n'a pas d'argent, c'est essayer de faire le plus possible. En gardant son boulot et puis déjà voir si ça nous plaît et voir si on peut naviguer là-dedans. Parce que la réalité au quotidien des projets est complètement différente de ce qu'on peut avoir en tête avec juste le résultat final, parce qu'en fait le résultat final est 1% du temps passé sur les projets et il y a tout le reste. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous avez juste un exemple d'échec flagrant, énorme, un truc bien gros à partager qui au final, vous êtes fiers de ça?
assez d'enjeux sur ce que je fais Pour les considérer comme des échecs. Ouais. Je pense que ça veut pas dire que ça me rend pas triste, et ça veut pas dire que y a pas plus de choses que j'aurais voulu faire ou peu importe, mais de là à prendre ça pour un échec, moi je me vois vraiment comme personne, sans vouloir mais c'est très cool, mais je me vois comme personne. Je suis juste une personne qui essaie des trucs, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Je crois que les pires trucs, c'est les trucs que j'ai pas fait et que j'aurais voulu faire, à la limite. Et je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites parce que j'ai eu besoin d'une grosse pause, parce que, comme j'ai dit, ça fait 1 an que je suis en dépression. Et des fois, j'ai ce truc culpabilisant de me dire ah, mais tu fais rien, ou tu fais pas assez, parce que... Et en fait, c'est pas prendre le problème à la source. Et c'est aussi oublier que la dépression, c'est pas juste, justement, être en pyjama et manger de la glace. Même s'il y a un peu de ça. Non, mais il y a aussi beaucoup de... C'est un handicap, c'est une maladie. Je pense que c'est important de remettre dans l'idée, dans le contexte, que c'est une maladie, que c'est vraiment un handicap. Et donc cet handicap, forcément, il rend des choses moins accessibles. À commencer parfois par sa douche, qui est difficile à aller. Non, mais enfin, c'est plein de réalités de vie, bien sûr. C'est plein de... C'est revoir sa façon de vivre. D'ailleurs, on a une question sur le chat qui demande, donc particulièrement, je vais te la poser en premier, et après Aléa, est-ce qu'on peut trouver le bonheur tout en étant en dépression ? Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je suis toujours en quête, ça c'est certain. Et je veux bien revenir sur ce que tu avais dit à un moment où il me semble que toi, tu disais que le bonheur, il n'était pas forcément dans l'individualité, mais que parfois, il était plus... Enfin, qu'on pouvait le rechercher en allant, je sais pas, dans quelque chose de plus révolutionnaire, de plus collectif. Ouais, à la rencontre des autres. Voilà, exactement. Et ben moi, je trouve vraiment que c'est en ça que je trouve mon bonheur. C'est pas dans les actions individuelles aujourd'hui, parce que des fois, je peux pas piffrer ma gueule, pour être honnête. Donc du coup, je suis un peu, c'est bon, je suis un peu saoulée de moi-même. Je vais aller me concentrer sur les autres et essayer d'aider les autres. Et c'est le plus grand exemple, c'est typiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une date super importante pour moi, vraiment, dans le sens où c'est le jour où il s'est passé une violence qui, par la suite, a créé ma dépression. Et en fait, j'avais pas envie de me concentrer sur ça aujourd'hui. Et j'avais pas envie de gérer ça aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit que peut-être que, je sais pas, si ma parole, au moins, elle a fait écho chez quelqu'un qui est en train de nous regarder tout de suite, ou si, comment dire, je sais pas, je fais une jolie rencontre, ou si, en fait, je pense que ça va plus m'aider à ma reconstruction, et donc à mon bonheur, que d'être restée chez moi, d'annuler, de me mettre en boule. Et je dis pas qu'on en a pas besoin parfois, hein. On en a vraiment besoin, même souvent. Mais parfois, c'est la solution, les autres, je pense. Et de penser à autre chose que soi. Se décentrer un peu. C'est un sujet que tu abordes souvent d'ailleurs, le lien que tu vois entre le bonheur, le lien social. Complètement, ouais. J'ai aussi eu des troubles de la mémoire, justement dus à toujours cette dépression, quoi. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, l'année 2023, de janvier à mai, je m'en souviens pas. Vraiment, j'ai aucun souvenir. Et après, à partir de mai, ça va un peu mieux. Mais ce qui fait que presque la moitié de l'année, je m'en souviens pas. Et les seuls flashs que j'ai, c'est des moments où j'étais avec des gens, mais où on contribuait à quelque chose de cool. Typiquement, j'ai fait un live caritatif, justement pour mettre en avant les personnes minorisées, que ce soit minorité de genre ou même minorité raciale, minorité justement par rapport à des troubles de la santé mentale, enfin bon bref, minorité en général. Et ça, je m'en souviens parfaitement. Et ça a été trop important pour moi. Et ça me rend super fière. Ouais. Et donc ça contribue encore une fois à cette recherche de bonheur. C'est pour ça que j'aime bien parler justement de recherche de bonheur et de bien-être révolutionnaire. Parce qu'en fait, c'est en rentrant en action et en essayant de créer une espèce de révolution dans ce monde que finalement ça fait écho en moi et que ça me fait du bien et que ça m'aide à m'aimer moi-même. En tout cas, c'est une de mes solutions. Je dis pas que c'est l'absolu, comme j'ai dit, c'est très personnel. Mais pour moi, ça m'a été très utile.
Mais au-delà de ça, je sens aussi beaucoup d'amour, je sens aussi beaucoup d'envie, de motivation, de changer de monde, etc. Et je trouve que ça, moi en tout cas, je sais que ça m'impacte et que ça fait vraiment écho en moi de manière très positive. Et j'ai besoin de ce lien. J'ai besoin de participer à des collectifs, j'ai besoin d'aller à des événements. Évidemment quand j'en ai l'énergie, hein, mais quand je l'ai, j'aime bien prendre ce temps-là parce que les autres et le lien que je crée avec eux, je pense qu'il est super important. Et puis développer cette espèce de sentiment qu'on a d'appartenance en fait. Complètement aussi. Oui, qu'on peut retrouver dans plein de structures. Donc, comme toujours, je dis pas, et puis je suis pas professionnelle de santé, hein, moi je m'interroge juste sur ces questions-là et j'essaie de récolter le plus de témoignages. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc assez commun que j'ai pu retrouver. Cette idée de, en fait, c'est un peu cliché, mais bon, ensemble on va plus loin, quoi. C'est quand même chouette. Bah c'est souvent d'ailleurs les choses les plus clichés à dire, les plus évidentes, qui sont les plus difficiles à mettre en place dans la vie. Hein. Léa, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus ? Il y a 2 secondes, je pensais à la question est-ce qu'on peut connaître le bonheur en étant en dépression ? Alors, déjà, connaître le bonheur, même quand on n'est pas en dépression, c'est compliqué. Je pense que le bonheur, de toute façon, c'est par vague et il faut forcément avoir des périodes un peu soit plat, soit pas ouf pour connaître le bonheur. Après, oui, alors ce serait plus des petits bonheurs et je pense que c'est ça qui fait qu'on lutte jour après jour contre la dépression. Se rendre compte que, je sais pas, par exemple, on a ri aujourd'hui, on a fait comme ça. Quand on est en dépression, c'est un truc de malade. Et donc se dire waouh, aujourd'hui j'ai eu une émotion positive et c'était pas plat et c'était pas down. Et ben je pense que ça c'est des petits bonheurs du quotidien auxquels il faut s'attacher et après on verra que petit à petit chaque journée est un peu meilleure. Et si c'est pas un peu meilleur, c'est pas grave, ce sera mieux le jour d'après ou d'après. C'est pas grave. Et puis toutes les émotions aussi peuvent coexister. Moi, je sais que j'ai eu aussi une épreuve un peu dure il y a 3 ans et c'était peut-être le moment le plus difficile de ma vie d'adulte. Et pourtant, c'est peut-être la période où j'ai le plus de petits moments de joie et le moment où j'étais le plus fière de moi, de traverser ça. Et donc, comme quoi, en fait, il ne faut pas se restreindre aussi, il faut s'autoriser à être tout ce qu'on veut. Et pour finir, je finirai juste une question que je vais vous poser. Alors, c'est Alexis, celui qui produit mon podcast Flou, qui m'avait posé cette question et j'étais un peu ébahie. C'est pourquoi vous faites confiance à quelqu'un ? Oh, c'est marrant. Alors moi, j'ai une réponse là-dessus. Ouais. C'est que je vais aller à l'inverse de quand on dit, par exemple, dans les histoires d'amour, oui, il faut faire confiance pour être dans une relation amoureuse. La confiance, pour moi, c'est quelque chose qui se crée à deux. C'est pas quelque chose qu'on donne. On donne jamais sa confiance. Parce qu'on peut la donner, elle veut rien dire. On peut la recevoir, ça veut rien dire. Pour moi, la confiance, c'est cette chose invisible qui va se créer à force d'avoir des rapports respectueux, d'avoir de la constance dans les rapports, d'avoir des moments qui nous rapprochent et des moments qui prouvent qu'il y a cette réelle connexion et cette bienveillance l'un envers l'autre. Pour moi, la confiance, ça se crée au fur et à mesure. Ok. Voilà. Ok. Ma réponse ? Ouais, ta réponse. Moi, je dirais que pour le coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi, tu dis que tu construis ça au fur et à mesure avec les personnes. Alors, je ne le construis pas, ça se construit tout seul. Ah, ça se construit tout seul, ok. Alors que moi, je pars du principe que je fais confiance à tout le monde. Dans l'idée. Je pars du principe que je fais confiance à tout le monde et qu'après, on peut perdre ma confiance suite à un événement. Mais je préfère me dire, je m'ouvre à l'idée que... En fait, c'est une manière de m'ouvrir au monde aussi et aux possibilités et de partir sans a priori. Donc, je pars de l'idée que j'ai confiance en tout le monde. Et après, au pire des cas, bon, des fois, je suis déçue, mais c'est pas grave. C'est une expérience à vivre aussi. Et ça m'apprend beaucoup. Je sais pas si ça répond à tes questions, mais... c'est d'autres réponses hyper sympas. Après, moi, je dirais peut-être un peu plus dans le concret. On a tendance à dire qu'on fait confiance à quelqu'un quand les actes sont alignés aux paroles qu'il nous donne. C'était ça quand je parlais de constance. Et puis après, il m'a dit, mais en fait, on construit sa confiance en soi quand nos actes sont alignés avec nos paroles à nous.
Et alors, je sais pas, mais moi, j'étais un peu... Non mais attends, c'est un truc de fou ce que tu viens de me dire. Et en fait, maintenant, je me rends compte que à chaque fois que j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais quand même et je me dis que c'est le moyen pour moi d'être un peu plus épanouie parce que finalement, je me fais à chaque fois un peu plus confiance. Et alors, je sais pas, depuis quelques mois, ça marche bien. Donc, si je peux donner ce tips à quelqu'un... Très stylé. Voilà. Merci beaucoup. Merci Léa pour cette conclusion. J'espère que cette conversation vous a touché. N'hésitez pas à rejoindre Sam et Léa sur leur réseau et sur leur site si vous voulez découvrir leur travail et leur contenu. Merci beaucoup. Je vous fais confiance toutes les deux pour nous donner du bon contenu dans le futur. À bientôt. Et nous allons accueillir tout de suite Claire des Pépites Vertes. Bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Qui suis-je? Je suis Claire Leclerc. Je suis originaire de Segré dans le Maine-et-Loire. J'ai mon voisin qui vient de s'installer. Salut, nous avons Antoine qui nous rejoint en même temps sur ce canapé. Mon nouvel associé. Non, j'ai Exactement. Mais il se passe plein de choses aujourd'hui. Là, on a des collaborations, des podcasts, des choses. Donc voilà, moi je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire. Je suis arrivée il y a exactement 10 ans à Paris pour faire mes études et réaliser mes rêves. Et au fur et à mesure de mon parcours d'engagement et mes études, j'ai vraiment eu à cœur de mettre la transition écologique et l'engagement, notamment pour la jeunesse, dans mon projet professionnel. Et donc aujourd'hui, je suis la chef d'une petite entreprise qui s'appelle Les Pépites Vertes. Je suis aussi influenceuse sur LinkedIn et conférencière. Et du coup, je suis hyper animée par les sujets transition écologique, trouver un job à impact et permettre à toute la jeunesse qui se pose des questions sur son rôle dans ce monde de réussir à se projeter. Je trouve ça génial la façon dont tu viens de te présenter, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'émission, c'est que tout le monde est gonflé à bloc, méga content d'être là et hyper motivé. Et je trouve ça génial, en fait. Donc voilà, comme quoi les alternatives, l'engagement, ça apporte, on parlait de petits bonheurs. Voilà, on est en plein dedans. Antoine, qui es-tu? Alors moi, je suis le fondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Mayday, qui est le copilote de votre campagne de financement participatif que je lance officiellement en ce début d'année, le 16. Et tout ça après avoir travaillé pour une très grosse plateforme qui s'appelle KissKissBankBank, une belle plateforme pour qui j'ai bossé pendant près de 4 ans et chez qui j'ai accompagné près de 4000 porteurs de projets sur plein de belles thématiques et notamment de beaux projets à impact. Et c'est ça, du coup, c'était ton passé chez KissKissBankBank qui t'a inspiré à faire ta boîte? Comment ça s'est passé? Oui, exactement. C'est-à-dire que je voulais, ça me démangeait un petit peu à force d'accompagner les entrepreneurs de vouloir passer de l'autre côté. Et tant qu'on n'est pas de l'autre côté, on ne sait pas ce que c'est, bien qu'on pense. Et ensuite, oui, j'avais envie de créer mon bébé et de lâcher aussi, de créer un petit univers autour. Et du coup, Mayday, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un Français dans son avion qui partait en Angleterre. Et on parle d'avion, désolé. Et qui... Molo va faire couper l'émission. Et qui a crié « Venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider ». Et les Anglais ont compris Mayday, ce qui est devenu un signal international. Et moi, les porteurs de projets qui viennent me voir pour financer tout ou en partie leur projet, souvent, ils disent « Venez m'aider ». Donc, il y a une petite logique à ça. Voilà. Tu as aidé combien de projets exactement depuis que tu as commencé la boîte? Là, elle est pas lancée officiellement, mais déjà en off, il y en a 5-6 D'accord, qui sont accompagnés, ce qui m'a permis de me remettre un petit peu sur le sujet, parce que créer une boîte d'accompagnement sans accompagner, c'est un petit peu complexe. Donc j'ai remis la main dans le cambouis et il y a de beaux projets, pas forcément en cours de financement, mais qui vont arriver, parce que généralement on évite de se lancer en début d'année. Voilà. Et les pépites vertes, tu peux nous en parler un peu plus concrètement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment ça aide pour la transition? Carrément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les pépites vertes sont nées pendant le confinement. Je suis un bébé Covid.
Je travaillais à ce moment-là à Change Now, qui est un grand événement mondial des solutions pour la planète. Et du coup, on était en chômage partiel du fait de la situation. Et donc, ça m'a donné envie de pouvoir me rendre utile auprès d'étudiants et étudiantes qui me contactaient pour me demander comment on fait pour savoir où est-ce qu'on a le plus d'impact en termes d'impact professionnel. Et donc au tout début, je faisais un peu des appels téléphoniques, j'aidais les jeunes, je leur disais qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire, quelle boîte t'appelle, etc. Et à un moment, je me suis dit peut-être que je peux massifier en fait mon accompagnement et mon expérience personnelle grâce à un média. Et tu as reçu sur ce canapé pas mal de gens qui ont utilisé du coup la possibilité de la création de contenu et des plateformes digitales pour diffuser et massifier les messages. Et donc, premièrement, les Pépites Vertes, surtout un média d'aide à l'orientation vers les métiers verts et verdissants, où on va donner la parole à des jeunes salariés. Et elle est très cool cette émission, elle invite plein de porteurs de projets et d'entrepreneurs, mais moi j'avais à cœur de raconter comment c'est bien aussi d'être salarié. Et je me rappelle quand j'étais salariée que je devais pas me demander comment je paye les gens, ou comment je me paye. Mais du coup, il y a quand même un truc. Ça a certains avantages d'être salarié. Il y a des avantages et surtout, on a besoin des talents. Enfin, je veux dire, on parle de projets de réindustrialisation de la France, on parle de la décarbonation des entreprises, de mieux mesurer l'impact sur la biodiversité. Et ça, c'est des jobs qui existent aujourd'hui dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Et moi, je trouvais ça un peu dommage que la seule option qu'on me propose en sortie d'études, c'était monte ta boîte ou deviens agricultrice. Ma petite sœur est devenue agricultrice. Elle a de fait aussi monté sa boîte. Et c'est canon. Et il faut évidemment des jeunes qui se lancent dans ces sujets-là, déjà parce que c'est 50% des agriculteurs qui partent à la retraite sous 10 ans. Donc je vous laisse imaginer comment on va reprendre les fermes en France. Mais elle va avoir besoin de salariés, elle aussi. Et même moi, dans ma boîte, j'ai besoin de salariés. Du coup, je voulais raconter le salariat avec des pépites vertes. Et donc, des pépites vertes, c'est des jeunes qui bossent dans des ONG, dans des startups, dans des grands groupes, dans des institutions, et qui, de l'intérieur, alors qu'ils n'ont que 25, 26, 27, 30 ans, portent le changement de manière très lente, on va pas se mentir. Et du coup, nous, on les outille, on les met en lumière et on leur donne de la force pour que la discussion ait lieu de manière intergénérationnelle entre les patrons, les patronnes, les décideurs et les décideuses qui prennent aujourd'hui les décisions, justement, et les talents qui, de l'intérieur, peuvent impulser quand même des messages et des solutions. Wow. Et comment ça a évolué depuis 2020, du coup ? Au tout début, c'était une chaîne YouTube qui n'a pas du tout marché, donc n'hésitez pas à ne pas aller regarder ma chaîne YouTube. Ensuite, c'est devenu un compte Insta. Après, j'ai activé la plateforme LinkedIn. Au tout début, je croyais tellement pas en mon projet que j'ai lancé une association et qu'à aucun moment, je m'étais dit que ça pourrait devenir mon job. Tu avais choisi l'association parce que tu ne pensais pas pouvoir te payer après ou... Ouais, en fait, en fait, dans les jobs à impact et dans les projets à impact, et on a les copines de Molo qui sont là pour en parler, on pense tellement à la mission au tout début qu'on est presque dans un espèce de délire sacrificiel qui dit « Non mais je vais quand même pas me payer, moi je suis là pour la planète ». Et puis après, on te demande de payer ton loyer et tu remarques que les likes, ça paye pas le loyer. Et donc tu te dis « Bon, en fait, si, je veux penser à un modèle économique ». Et donc, au fur et à mesure, j'ai mon modèle économique qui s'est construit. Donc, depuis 2020, ce qui s'est construit, c'est mon modèle éco. Mais ce qui n'a pas changé, et ça, j'en suis contente, c'est ma mission et ma vision vis-à-vis des jeunes talents, de comment on leur donne du contenu engageant, authentique, sincère, où on va, nous aussi, parler des sujets de santé mentale, parce que dans l'écologie, et quand on sait ce qu'on sait, il faut s'accrocher et il faut s'entourer, effectivement, pas rester tout seul dans nos délires. Et se rappeler que, d'ailleurs, notre impact individuel, effectivement, il est important et je fais ma part et je suis alignée et j'incarne, mais il y a un moment, il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble. Ça peut être un plaisir de s'y mettre. Et c'est un énorme kiff. La preuve, je suis hyper active, je suis une pile électrique, mais parce que je suis connectée à d'autres gens et parce que je vous vois et parce qu'on fait des plateaux comme ça et que je suis créatrice et que en fait, c'est rigolo parce que de faire ce tournage ici et de me poser cette question-là, c'est se dire qu'en 2020, j'étais dans ma chambre de bonne, dans le 14e arrondissement, dans mes 12 mètres carrés à faire mes montages de vidéos YouTube que personne ne regarde. Je le redis, n'y allez pas. On va tous aller sur YouTube regarder les vidéos de Claire. Mais aujourd'hui, je suis au 2e étage, j'ai un bureau fermé, j'ai une équipe, je me paye. Et qu'est-ce qui tient ? C'est la mission, en fait. C'est la mission et c'est le taf, on va pas se mentir, hein. C'est les heures de taf. Et c'est de qui on s'entoure et c'est dans quelle mesure je suis capable de dire que je suis vulnérable et que parfois j'y arrive pas et que j'ai besoin d'une pause.
mais c'est toujours se raccrocher à la mission et aux gens pour qui on le fait. Et prendre du plaisir. C'est toi qui m'as posé plein de fois cette question. Si ça m'était horrible de faire les pépites vertes, je serais mauvaise. Et donc, parmi les bons conseils que je donne, c'est faites des choses qui vous animent et qui sont alignées avec ce que vous savez faire. Genre, notre journaliste de Genius, on est là, mais il faut que tu fasses ça. En fait, ça doit être ton métier, ça se voit. Genre, ça, et ben, c'est ça qu'on... Pardon, c'est ça qu'on peut... En vrai, il est ça. C'est ça qu'on doit dire aux gens. Merci. Et Antoine, toi, comment ça a évolué depuis le moment où tu as eu l'idée de faire ta boîte et là, le lancement? Moi, honnêtement, ça a vraiment été une énorme zone de turbulence, sans mauvais jeu de mots, parce que du jour au lendemain, enfin, moi, j'étais assez connu dans mon secteur d'activité et j'étais une belle représentation, un bon ambassadeur de la marque. Et en fait, tu as un métier très riche où tous les jours, tu rencontres des gens très différents avec des projets très différents, donc des personnalités. Et ça, c'est une richesse de ton métier. Et du jour au lendemain, c'est le grand vide, plus personne. Et puis, il y a aussi cette réputation que tu as dans un secteur où alors moi, ça m'ennuyait à force parce que il y avait beaucoup de commentaires en disant il est génial, il est super bon, etc. Mais en fait, à un moment, c'est chiant presque. En fait, on aime bien se remettre, en tout cas, moi, j'aime bien me remettre en danger. Mais oui, on découvre plein de choses, notamment la solitude, le fait qu'il faille parfois cramer beaucoup de cash et investir dans les débuts et pas se payer, je le savais, mais au moment de le faire, c'est... Toi aussi, tu t'es sacrifié financièrement? Ouais, exactement. Ouais, il y a beaucoup d'investissements, mais oui, ça a pris du temps. J'ai même repris un taf à un moment parce que... En fait, la confiance en toi, tu prends du temps à la gagner, mais la perdre, ça va très très vite. Et oui, je le dis clairement, et sans tourner autour du pot, j'ai bien broyé du noir. Et maintenant, je reviens avec la patate et un gros lancement avec pas mal de projets. Tu dis que tu as repris un taf. C'était un taf que tu as appris du coup qui était plus alimentaire. C'était pas quelque chose que tu avais forcément envie de faire pour pouvoir continuer ton projet, c'est ça? Alimentaire, ouais, vite fait, parce que c'était quand même être le numéro 3 d'une boîte dans la food. Ah oui, d'accord, donc c'était quand même un... Ouais, c'était pas mal. Mais c'était pas ce que tu avais prévu. Oui, c'est vrai, tiens, bien joué, bravo. J'adore. C'était pas ce que tu avais prévu à la base Pas du tout, c'était pas les plans, mais ce qui s'est passé, c'est que au bout de 4 mois, j'ai mis un terme à ma période d'essai parce que je me suis rendu compte que ça me démangeait de revenir sur mon projet et que j'avais pris ce que j'avais à reprendre, c'est-à-dire retrouver une routine, des gens autour de moi, etc. Et un peu de cash aussi. Ouais, mais ça, je trouve c'est hyper important d'en parler. Parce qu'on a souvent honte quand on se lance dans des projets de devoir avoir une alternative, sans jeu de mots sur le show d'aujourd'hui, mais pour s'épauler, en tout cas sur laquelle s'épauler au début. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose où on devrait être hyper fier d'avoir cette force. Et de se dire, en fait, ouais, je vais faire ça parce que moi, j'ai cette direction dans laquelle je veux aller. Et je trouve que c'est plutôt une force, en fait, de pouvoir faire ça. Moi, je dis même que c'est un moment de lucidité, finalement, d'avoir repris un travail. Après, honnêtement, je ne pensais pas le quitter 4 mois après, mais ça m'a vraiment démangé de retourner dessus et de me dire, c'est bon, j'ai repris de la force. Ouais. Voilà. Et depuis août, je suis à fond sur le projet, je le lance ce mois-ci. Et est-ce que tu as quelques... exemples de projets que tu as accompagnés vraiment? Des projets que j'ai moi-même accompagnés. Ouais. Alors que ce soit via KissKiss ouais, ou là. Il y en a énormément dans les 2000. Ceux qui t'ont vraiment marqué? Ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est marrant parce que demain, je vais aussi créer un podcast qui va s'appeler Turbulence et qui va parler d'entrepreneuriat et de financement participatif. Et demain, je vais interviewer un cow-boy que j'ai moi-même accompagné, et c'est un projet plutôt surprenant parce qu'on a financé, je l'ai accompagné pour financer un saloon, et cette personne, en fait, elle m'a beaucoup touché parce que pendant des années, on l'a pris pour une personne extrêmement farfelu, un uluberlu comme il le dit, et moi j'ai été l'une des premières personnes à croire en lui, à miser dessus, et quand j'ai choisi de l'accompagner, il était vachement ému, et ça m'a marqué, ça m'a beaucoup touché. Et après il y a vraiment un tas de projets que je vais notamment aller interviewer en turbulence, notamment je sais pas, ça peut être des sticks pour les cuisses qui se touchent, des pots de fleurs composteurs, des youtubeurs plus ou moins connus, une chanteuse dernièrement. Donc c'est vraiment des projets divers et variés, mais en tout cas c'est très très riche et passionnant. Le salon sera où?
il est déjà à Mentou Salon, donc dans le Cher, et c'est un village western qui s'appelle Bellefourche City, pardon, je fourche moi aussi. Et oui, il a un vrai ranch. Enfin, c'est pas un cow-boy pour rigoler. Et d'ailleurs, il y a cette nuance de déguisé et costumé. Lui est vraiment costumé et est un passionné de reconstitution historique, donc on est loin de faire pampan avec les enfants, quoi. Ouais. Voilà. On a une question du chat. Alors, c'est pour Claire. Quelles sont les pépites vertes coup de cœur du moment? Il y en a trop? Ouais, c'est dur, vraiment. Chacune des personnes qu'on croise et qu'on accompagne est hyper unique et authentique dans son engagement. On a beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, tu vois tout à l'heure, en fait, on est en train de créer la communauté alumni. Donc, il faut savoir que dans notre Pépite Academy, ce sont 300 jeunes qui nous ont fait confiance et qui sont passés dans le programme pour apprendre à mieux prendre la parole en public, à mieux faire réseau et à mieux faire de l'influence vis-à-vis de leur patron. Leur manager. Et enfin, on lance la communauté alumni, parce que ces 300 étant passés dans 3 promos différentes, comment est-ce qu'on fait maintenant se rencontrer tous ces gens qui sont sur toute la France? Et du coup, tout à l'heure, on était en train de préparer l'expérience alumni, de réfléchir à est-ce que les gens vont parler sur Discord, sur WhatsApp, etc. Et en plein après-midi, on se dit, il faut qu'on appelle une pépite pour avoir une question une réponse à notre questionnement stratégique. Et on appelle Eléa, qui bosse à Logiséo, qui est une entreprise de logistique à Angers et qui est responsable de la stratégie RSE de l'entreprise de logistique. Et ce que j'adore avec Eléa, déjà, c'est qu'elle est à Angers et que je n'ai toujours pas parlé d'Angers depuis le début de l'émission. Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite de ça, c'est qu'elle est sur une boîte hyper ancrée localement, qui est une boîte de logistique. La logistique, on ne se rend pas compte, on en a besoin, on commande tous des trucs. Et en fait, on ne sait pas qui gère notre dernier kilomètre. Alors, Logiséo en particulier cherche à faire beaucoup de mobilité décarbonée et de livraison à la fois en électrique et en vélo cargo. Et donc, elle a la responsabilité en direct avec la dirigeante d'imaginer comment on embarque les clients, les fournisseurs, les gens qu'on va livrer dans une démarche de livraison plus responsable. Et j'adore sa capacité à direct décrocher mon téléphone et me dire comment je peux t'aider, parce que c'est ça la communauté des pépites vertes, c'est non seulement des gens qui passent par notre programme pour se rencontrer, apprendre et grandir, mais qui en face de ça ont envie de nous rendre et de me rendre, je pense aussi en tant que chef d'entreprise, parce que je suis hyper transparente sur les problématiques de business model, etc. Et voilà, c'est ma petite pépite du jour, Eléa, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Génial, merci. Est-ce que l'authenticité, comme tu dis, cette transparence, elle est, pour toi, elle est hyper importante, et en quoi elle fait toute la différence? Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des marques, c'est la transparence. Typiquement, ce qu'elle m'a répondu, et on parlait d'un prix d'une soirée. Elle m'a dit, dis-moi ce qu'il y a derrière le prix, et je paierai. Et si je sais que tu fais une marche, je paierai. En fait, j'ai juste envie de plus en plus de comprendre pourquoi je paye les choses. Sur ça, par exemple, Louise Aubéry et ce qu'elle a fait avec sa marque de vêtements, elle nous met à chaque fois une petite étiquette de ça paye ça, ça paye ça, ça paye ça. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi sur la plateforme quand il y a une levée de fonds. Si on atteint 8 000 €, ça payera ça, etc. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut refaire du circuit court, entre guillemets, de savoir ce qu'on paye d'une part. Autre chose, transparence et vulnérabilité, ça vient avec tout ce que vous faites sur ce plateau-là et la manière dont on va s'adresser aux gens sur les réseaux sociaux. Savoir dire que c'est compliqué, savoir dire que il faut être authentique et rester soi-même, mais en même temps, qui suis-je et tout ça, en fait, c'est un nouvel imaginaire. C'est des nouvelles manières de créer des rôles modèles et c'est des nouvelles choses qu'on attend des leaders. Et dans ses vœux, Camille Etienne, qu'elle a fait sur Mediapart cette année, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas encore regardés, elle fait un truc du style, alors je vais vous parler avec authenticité, vulnérabilité, je ne suis qu'une femme, etc. Et c'est vrai que c'est un peu ça qu'on attendrait des gens, genre, est-ce que vous pouvez nous rassurer, vous n'êtes pas des machines. Et c'est, je sais pas, c'est une nouvelle ère de l'humain. De l'humain à l'humain. Ouais. C'est un peu une vision presque utopiste, mais j'ai l'impression que c'est
c'est ce dont on a besoin. Et ce qui va à l'inverse de toute cette vague qu'on a eue, surtout aux États-Unis, de ce leadership où tout est parfait, où on y va à fond avec les podcasts. Ouais, je me lève à 5h du mat, j'ai fait ma gym pendant 1 heure, après je médite, Exactement. après je vais faire l'Everest et après je vais au bureau. Parce que toi, tu ne médites pas le matin. Non. Quoi? T'as pas médité aujourd'hui? Petit bambou. Alors, je suis très fan de méditation, mais je serai jamais celle à dire mais c'est faites-le hyper tous les dur à jours. déconstruire. Enfin, il Non, faut qu'on dise et que c'est épuisant, on est humain. C'est hyper dur. On est humain et non. Et c'est hyper dur d'être bienveillant avec soi-même et de s'autoriser Moi, c'est marrant, les échecs, je ne saurais pas dire. Parce qu'en fait, j'estime que je n'ai pas d'échecs, j'ai que des apprentissages. Faux. Faux de fou, évidemment que j'ai des échecs. Genre, allô, tu sais. T'es là, tu te crées un mindset. Et donc, ouais, il faut s'autoriser à faire des erreurs, mais c'est très dur. Ouais. Et puis s'autoriser à se dire que non, on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'avoir ce masque. Oui. Oui, ne gratte pas. Non. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur l'authenticité, surtout quand tu accompagnes des projets qui doivent quand même convaincre. Ouais. Et puis pas convaincre n'importe qui. On n'est pas à pitcher devant une cible précise avec un pitch. Là, on est sur des pitchs devant un public très grand en crowdfunding. Ouais, c'est et ça. très large. Déjà, moi, étant de leur côté, maintenant, j'essaie de donner l'exemple et de donner de ma personne, parce qu'à la base, je suis un homme de l'ombre. Et là, il faut incarner sa marque. Et donc, au-delà de l'incarner, il faut essayer d'être transparent. La transparence, c'est quand même dans l'air du temps, parce qu'on en a marre de tout ce qui est bullshit. Et on voit bien que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est pas gagner 10K par mois. Enfin voilà, hein, pour ceux qui le disent parfois. Après, si vous voulez nous envoyer 10K par mois, on veut bien, on prend. Ce sera utilisé pour les vacances avec Molo. Mais oui, effectivement, pour répondre complètement à ta question, oui, moi je demande à mes porteurs de projets de se donner et d'être transparents et d'incarner leur projet parce qu'en fait, on ne contribue pas qu'à un projet, on contribue aussi pour la personne qui le porte et on peut trouver parfois comme argument des points de contact. Si une personne est par exemple en déviation, j'ai souvent accompagné, par exemple, j'ai l'exemple d'une prof d'espagnol qui est devenue savonnière, qui a créé une très belle marque de savon qui s'appelle Ciment Paris. Et je vais dire, raconte ton histoire, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui se reconnaissent dans ton histoire et cette déviation et qui ont envie de changer de métier et qui n'osent pas. Et tu pourrais peut-être donner cette envie et l'idée de véritablement passer le cap, quoi. J'avais lu, alors je ne sais plus du tout qui avait écrit ça, mais j'avais lu en parlant d'entrepreneuriat, quelqu'un qui conseillait de voir vraiment ce qui nous bloquait le plus, la chose dont on était limite pas le plus honteux, mais qu'on essayait de passer sous silence ou un petit peu plus difficile de partager et d'en faire sa force, que c'est souvent là où se trouve le storytelling, du pourquoi, du comment, et ce qui va vraiment toucher les gens. Antoine, tu as des potins ? Oui, j'ai quelques campagnes à présenter. Alors, ce ne sont pas les campagnes que j'accompagne, mais on peut dire que ce sont des coups de cœur à impact. Alors, je vais faire la première sans regarder mon smartphone, et ensuite les suivantes, je regarderai, parce que ma mémoire ne fera pas le job, honnêtement. Et on te notera. Ok, c'est parti. Non, la première campagne, c'est Regen Box. C'est une campagne sur la plateforme Ulule qui fonctionne extrêmement bien, parce qu'elle est à plus de 600%, je crois, de son objectif. En fait, c'est un petit appareil pour celles et ceux qui pensent que leur pile jetable n'ont que comme direction la poubelle. En fait, pas du tout, parce que cet appareil peut permettre de leur donner une seconde vie, voire une troisième, une quatrième. Et c'est un beau projet impact, parce qu'en fait, dans les rapports de l'ADEME, on lit que 60% des piles utilisées sont des piles à usage unique. Donc, il y a de quoi faire pour le coup. Donc ce premier projet, il est sur la plateforme Ulule, il est en cours de prolongation. Donc si vous voulez y contribuer et précommander cet appareil, c'est tout à fait possible. Le second projet, lui, il est sur la plateforme KissKissBankBank, donc celle pour laquelle j'ai travaillé longtemps. C'est un projet de loge éthique dans le Jura. Donc c'est un lieu qui a été racheté par deux personnes, un couple si je ne me trompe pas, pour en faire, en tout cas pour le réhabiliter et pouvoir faire profiter de ces jours, mais le réhabiliter et pas n'importe comment, le réhabiliter avec les méthodes d'avant, c'est-à-dire avec des matériaux qui tiennent et qui durent. Et là, ils font une campagne pour participer, en tout cas co-construire avec eux ce lieu et pré-réserver des séjours.
J'ai réussi à faire le deuxième sans les notes, hein, faut préciser. On va essayer de faire le troisième. Le troisième, c'est un livre sur Ulule. Et là, je crois qu'il s'appelle, on va vérifier, Vaincre l'obsolescence. Waouh, impressionnant. C'est bien. Il y a deux objectifs à ce livre. Déjà, c'est de passer à l'action, mais il y a vraiment deux raisons. Déjà, c'est comprendre là où on en est arrivé, c'est-à-dire qu'avant, on produisait de manière artisanale des produits durables, et maintenant, on a des produits, un développement de produits industrialisés, et on est venu au sujet qu'est l'obsolescence. Donc, comprendre l'histoire. Et ensuite, la deuxième raison d'acheter ce livre, c'est pas moi qui l'ai rédigé, ce livre, je n'ai pas de part d'action chez eux, c'est de comment passer à l'action. Voilà, et ce livre, il coûte, je crois, uniquement 17 €, et il est actuellement en cours de précommande sur la plateforme Ulule. Ensuite, on va terminer avec deux projets dans la food. Donc, le quatrième projet, c'est un projet de faux fromages, comme on les appelle. Alors, je crois que ce projet, il s'appelle... il a un rapport avec Formidable. Ah bon, on n'a pas l'image, donc c'est parti pour le smartphone. Fromage, c'est un jeu de mots. Formidable. Et oui, exactement. Et il s'appelle Fromidable. Tu vois, donc c'est un projet... formidable, et en fait ils ont créé une alternative végétale au fromage avec des ingrédients français et plein de bonnes choses. Ouais, entre autres. Et si j'ai retenu ce projet, c'est que j'ai vraiment vu de très beaux commentaires. Notamment, j'ai lu que c'était un produit révolutionnaire dans la catégorie des fromages végétaux. Mais encore, j'adore, je retrouve le fromage que je ne mange plus depuis des années. Donc, c'est quand même une belle promesse, je trouve. Voilà pour ce quatrième projet qui est en cours de campagne, lui, sur la plateforme KissKissBankBank. Et pour finir, on va finir avec un projet qui s'appelle Cherico. Cherico, qui est un projet, lui, sur la plateforme Ulule, qui a un beau succès à plus de 1000% actuellement en prolongation, 1000% de son objectif. Hein. Très belle page, soit dit en passant. Ouais, génial. C'est qu'ils ont mis un objectif raisonnable, histoire de le faire péter. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh dans le financement participatif. Ça donne envie aux personnes les plus réticentes d'y aller elles aussi, parce qu'un effet de restaurant vide, généralement, c'est pas ce qu'il y a de plus bon, de meilleur. Et ce projet, en fait, c'est parce qu'une autre tasse est possible, c'est eux qui le disent. Cherico, c'est la chicorée nouvelle génération avec ou sans caféine. Et c'est un projet sain, gourmand et durable, né d'une double prise de conscience. Déjà, c'est réduire sa consommation de caféine, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Français consomment beaucoup de café, je ne sais pas combien pour vous. Et ensuite, la deuxième raison, c'est de réduire son empreinte carbone, parce que c'est récolté en France et issu de l'agriculture biologique. Voilà. Génial. Pour cette petite sélection de projets coup de cœur. Et si tu avais un conseil, si les personnes qui nous regardaient se disaient « Ah, je serais tentée de commencer une campagne, j'ai un projet qui tient la route, je suis à fond, ça y est, je suis prêt ». Si tu avais juste un ou deux conseils à donner avant de se lancer pour la campagne, qu'est-ce que ce serait ? Le premier, c'est que pour moi, le secret d'une bonne campagne, c'est l'attention. Et l'attention, elle est absolument présente partout. C'est faire une belle page avec une belle expérience de lecture. Il ne faut pas que ce soit... il faut pas qu'il faille scroller la page pendant 10 minutes parce que ça devient indigeste. Également, c'est dans la proposition des contreparties, c'est d'avoir quelque chose où on privilégie les contributeurs qui ont cru en ce projet. Donc ça peut être réduire le prix ou avoir une petite attention supplémentaire. Voilà pour le premier conseil. Et même dans la manière de parler, c'est remercier les gens. Parfois, certains porteurs de projets oublient, bien que ce soit pour moi une évidence. Et le deuxième projet, c'est, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais c'est se faire accompagner. Parce que c'est un exercice qui ne s'improvise pas. C'est un vrai travail. Hein. Ouais, exactement. J'ai déjà fait une campagne de crowdfunding, c'est du plein temps pendant 2 mois. Ouais. Lever à 6 h du mat et on ne s'arrête pas. C'est ça. Il faut, en fait, c'est animer une campagne, donc il faut occuper le terrain. Et le terrain, il est à la fois ici, étant sur le web, et il faut aller chercher les gens un par un, essayer d'aller chercher toutes les opportunités. Ça peut être de l'influence, des relations presse, etc. Et en tout cas, de faire en sorte d'agrandir la communauté et
de concrétiser son projet. Et c'est là où vos projets se rejoignent, c'est que à travers vos projets, vous créez des communautés, des vraies communautés où les personnes, en tout cas qui participent à ces projets, seront là, vont suivre, elles seront sûrement fières de ce projet, elles en parleront à leur tour, et c'est là où toutes les connexions se font, tout comme toi avec tes accompagnements. Oui. Merci. Alors on a encore une dernière question sur le chat. Antoine, attention. Tu sélectionnes les projets que tu as accompagnés aussi en fonction de leur impact ? Maintenant, j'ai ce luxe de pouvoir les choisir, donc ça en fait partie. Donc tu ne travailles pas pour Total ? Non. Tu fais pas de crowdfunding ? Je doute qu'ils veuillent me chercher, surtout qu'ils aient besoin de moi et besoin de l'argent des gens comme ça. Okay. Mais oui, maintenant, j'ai ce luxe de pouvoir sélectionner les projets, et quand je peux prioriser, j'essaie de choisir des projets à impact. Tu as comme une forme de ligne de valeur où tu te dis ça, j'y vais, ça, ou des projets que tu cherches ? Je les cherche pas parce que ils viennent avec le bouche à oreille, et ça va par la qualité de l'expérience client, de l'accompagnement que j'ai donné. Donc c'est ça qui est chouette, c'est le meilleur des remerciements, la meilleure des reconnaissances. Mais oui, quand je sélectionne des projets, s'ils sont à impact, c'est encore mieux, et moi ça m'anime davantage, et ça fait que je vais encore mieux les accompagner. Et Claire, toi, par rapport à un petit peu ta ligne éditoriale avec tes valeurs, comment ça marche dans ton travail ? Oui, carrément. Alors, nous, on va pouvoir sélectionner n'importe quelle pépite qui travaille dans n'importe quelle structure à partir du moment où elle a dans son plan de charge et sa mission quelque chose qui est dédié à accélérer la transition écologique. Donc, tu peux être responsable de la transition écologique de Société Générale Assurance à partir du moment où tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais pour accompagner le groupe vers justement plus de responsabilité. Ça, c'est Romane, par exemple, qui bosse à la SOG Assurance. Donc, nous, on n'a aucun souci. Après, sur la partie communication, on a aussi une agence de communication associée aux médias. Je vais aller travailler avec des marques à partir du moment où on me laisse la possibilité de poser toutes mes questions sur ces sujets de transition et de transformation. Une des dernières belles entreprises avec qui j'ai travaillé, par exemple, c'est KPMG. On construit avec eux leur podcast d'entreprise à mission. Et pourquoi ? Parce que j'ai la possibilité de poser toutes mes questions dans le podcast et de remonter jusqu'à des dirigeants et vraiment de pouvoir adresser frontalement, qu'est-ce qui fait qu'on est un cabinet à mission ? Hyper concrètement, ça ressemble à quoi, etc. Donc moi, ma ligne édito, c'est j'y vais si j'y crois et si on me laisse vraiment poser toutes mes questions. Il y a des projets ou des personnes que tu as décidé clairement de ne pas accompagner, même s'ils venaient avec une intention qui était bonne, mais du coup, l'idée derrière n'avait pas de sens ou se contredisait à ce niveau-là. Après, ça va avec le travail éditorial de créateur de contenu et de création de marque, d'être hyper audacieux. Ouais. Et donc, jusqu'ici, j'ai de la chance, j'ai pas eu à refuser de trucs gênants, what the fuck. Et si j'avais dû les refuser, je les aurais refusés sans souci, vraiment, c'est pas un problème. Ouais. Mais je pense que plus tu affines ce que tu es capable de faire et ce que tu veux bien faire, et plus du coup, tu amènes à toi des personnes et des clients et des partenaires vraiment engagés. Ouais. Et peut-être que même si ça arrive dans le futur, un cas comme ça, tu pourras peut-être aider à rediriger le projet derrière. J'aurais envie de dire oui. Après, je ne suis pas naïve sur mon impact. Plus, ouais. Par contre, échanger avec tous les PDG, quels qu'ils soient, dès qu'on me le propose, j'accepte parce que j'estime qu'on a un devoir d'influence et d'échange. Et surtout, c'est surtout ça mon point. Au Pépites Vertes, on a de la chance. On est souvent invité aux rencontres économiques d'Aix, à Change Now, à Vivatech, pour rencontrer du coup des personnalités décisionnaires. Nous, on accepte vraiment toutes les discussions parce qu'on estime que fermer les espaces d'échange, c'est dommage. Pour autant, on est hyper content et reconnaissant qu'il y ait des gens qui fassent des actions de désobéissance civile. Mais sur tout le spectre de l'engagement, il faut de tout. Et il faut aussi des gens qui maintiennent le lien avec ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Donc nous, on est plus dans cette vision-là. Sans avoir l'impression qu'on va faire changer d'avis les gens. Encore une fois, parce qu'on n'est pas là pour faire changer d'avis des gens. On est là pour porter une vision d'une société durable, sobre, solidaire, juste, éthique. Après, quand j'ai un rendez-vous avec un PDG, c'est pas en une demi-heure de discussion que d'un coup la personne me dit « Merci Claire de m'expliquer la vie, j'y avais pas pensé. Je t'avais attendu. » Non, c'est pas ça, c'est un truc de temps long, mais il faut y aller. Et garder le canal de la communication ouverte. C'est notre vision à nous, ouais.
Merci beaucoup, merci à vous deux, merci pour toutes ces idées, ces inspirations. Est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire avant de conclure sur vos projets ou quelque chose que vous voulez partager avec l'audience ? Non, mais moi j'aurais bien aimé conclure sur le collectif. C'est toujours inspirant de pouvoir entendre des personnalités qui parlent de leur parcours, mais sur toutes les personnes qui sont passées, tout le monde a dit que le seul sujet c'était les autres. Donc n'oubliez pas dans votre quête personnelle de prendre du temps pour vous et de prendre soin de votre écologie intérieure, pour vraiment imaginer une écologie extérieure qui fait sens en groupe, parce que je crois que dans la quête de sens et dans la quête d'impact, quand on se demande trop « et moi et mon impact », sans se demander avec qui en fait je fais cette aventure d'impact, parfois on passe à côté de belles expériences collaboratives. Donc Team Spirit. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui nous regardent en live. L'émission touche à sa fin. On remercie Creatis de nous avoir accueillis dans les locaux aujourd'hui, dans l'espace Le Lab. Et on espère avoir certains commentaires. N'hésitez pas à nous contacter. Retrouvez tous nos invités sur leurs réseaux sociaux. Les liens vont être affichés sur la vidéo qui sera postée plus tard sur YouTube. Les réseaux sociaux, les sites, tous les adresses email, leur adresse, vous aurez tout. Non, je rigole, juste les réseaux sociaux. Notre RIB aussi. Ça suffit. Et le RIB. Voilà. Merci d'avoir suivi l'émission et à très bientôt.